Nouveau cahier de vacances qui suit le cahier de vacances précédent. Mélenchon au pouvoir. Vous avez vu comment est-ce que Mélenchon a réussi à passer le premier tour de l'élection présidentielle 2027 ? On vous a expliqué comment dès 2025, pourquoi il allait le faire, alors que tout le monde nous disait que c'était impossible. Et on savait, nous. On savait parce qu'on avait l'outil du graphique, on avait l'outil matérialiste, dialectique par excellence, le saint graphique. Et maintenant, je vais vous laisser découvrir comment Mélenchon arrive à passer le deuxième tour et à finir président de la République française pour 100 ans. J'en dis pas plus parce que voilà, c'est un peu solennel, je suis un petit peu ému. Vous allez découvrir quelque chose de grand, comme seule la patte du team sait vous faire rêver et vous apporter des émotions. Je vous laisse regarder ça et je vous dis bon visionnage. Mélenchon est au deuxième tour des élections 2027. On vous en a déjà parlé. On avait fait une vidéo sur la stratégie gagnante pour Mélenchon en 2027 et on vous avait expliqué que la stratégie gagnante, c'était représenter une gauche anti-système, oppositionnelle, et que Mélenchon devait avoir une stratégie un peu à la Jean-Marie Le Pen 2002. Donc marteler des positions qui sont en rupture avec le néolibéralisme, apparaître comme quelqu'un qui ne peut pas passer, qui reste un peu derrière dans les sondages comme tout le temps, hein, et recruter au fur et à mesure des abstentionnistes, et avec la division de la droite et de la gauche, passer avec un score peut-être plus faible même qu'en 2022, mais passer quand même parce qu'au final, le score minimal pour passer n'était pas si haut que ça, tout comme Jean-Marie Le Pen était passé devant Jospin le 21 avril 2022. 21 avril, ça tombe bien, on est le 21 avril aujourd'hui, quand on tourne cette vidéo, 21 avril 2025, et on lit dans l'avenir grâce au graphique pour vous expliquer comment se passe 2027. Si vous n'êtes pas à jour de tout ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo donc, sur la stratégie de Mélenchon pour gagner 2027 et aller voir les vidéos sur le graphique. On va passer donc au second tour avec Chris après cette longue introduction. Comment est-ce que ça va, Chris ? Je suis en forme. Ça va, je suis en forme. Et là, moi, je suis très content parce qu'on est 23 ans après un traumatisme de ma jeunesse, le 21 avril 2002. Et on va, comme on l'a dit, finir la boucle de ce truc-là, sortir de ce multiverse, de la montée, de l'hégémonie du fascisme du 21 avril 2002. On revient de 2027. Le graphique revient du futur avec des informations et on va vous donner tout ça au chaud. Personne ne l'a vu. Voilà. Donc, let's go. Alors, je suis grave chaud. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va commencer par montrer les résultats du premier tour 2027. Vous avez entendu parler des résultats du premier tour la dernière fois. On vous a dit Mélenchon va passer en deuxième position devant Boris Vallaud et derrière le Rassemblement National. Mais tous les gens après étaient en commentaire. Mais oui, mais s'il passe, ça va faire comme Jean-Marie Le Pen. Il sera juste au second tour et ça ne marchera pas. Donc, on va commencer par vous montrer les résultats tels quels grâce au graphique pour vous dire ce qui va se passer en 2027 et pouvoir après analyser comment, dans une disposition où Mélenchon passe au second tour, comment est-ce qu'il peut aller chercher justement la victoire au second tour. Donc, on va voir tout ça. Vous voyez les résultats du premier tour s'afficher. Est-ce que ça, c'est pas beau ? Alors, les résultats du premier tour 2027 sont, vous avez en haut 19,88% pour le Rassemblement National. Vous avez la France Insoumise deuxième avec 16,86%. Vous avez ensuite le Parti Socialiste avec 16,18%. Vous avez les Républicains avec 13,67%. Vous avez Horizon avec 10,84%. Vous avez Debout le Peuple. Alors, c'est quoi Debout le Peuple ? Ah oui, Debout le Peuple, c'est Villefin. Ah non, c'est Ruffin. C'est Ruffin, je l'ai appelé comme ça, comme il n'a pas encore son nom de parti, je l'ai appelé Debout le Peuple, en hommage à la série Baron Noir, parce que je ne sais pas comment il va s'appeler. Donc j'ai inventé un truc un peu populiste pour Ruffin, donc j'ai appelé, pour ceux qui connaissent la série Baron Noir, je me suis dit son parti sera Debout le Peuple. Voilà, donc ce sera ça. Ah, ce bandeur, il a fait révolution permanente à 4,72%. Voilà, ça, je vais vous expliquer comment ça s'est passé le premier tour, mais 4,72 pour le camarade Anas, il a fait le taf. L'idée de la France, ça c'est le parti de Villepin. Pareil, j'ai pas son nom de parti, mais je me suis dit un gaulliste pas raciste, il va s'appeler l'idée de la France. C'est pas hyper classe comme nom de parti pour Villepin, l'idée de la France. Voilà. Donc j'ai fait ça. Vous avez Europe Écologie Les Verts, 2,25% pour la campagne de la douceur de Marine Tondelier. Voilà. Résistons, c'est Jean Lassalle. Notre parti communiste Roussel, 1,37. NPA, le candidat du NPA, donc peut-être Besançon, mais peut-être un autre, à 1,25, et Lutte ouvrière à 0,5 et quelques, etc. Donc voilà les résultats du Ah ouais, donc premier Anas, tour. il a siphonné en fait les partis communistes en fait.
Exactement. C'est la révélation du premier tour. Vous pouvez le dire pour les gens. Anas sera la révélation du premier tour 2027. Il est presque à rembourser ses comptes de campagne, mais c'est pas grave. Il a fait ça avec 3 francs 6 sous grâce à la force de RP. Alors, au-delà de la blague, voilà, pourquoi on a fait cette projection, c'est plutôt intéressant. Et on va le voir ensuite. C'est ce qu'on veut projeter, c'est vous montrer l'éclatement du bloc central. Voilà. L'éclatement du bloc central, c'est-à-dire l'éclatement de Macron 2022, qui était à 27%. Et là, il va éclater entre les Républicains, Horizon et le Parti Socialiste. Vous voyez ? Donc, pourquoi Mélenchon est deuxième ? Pourquoi le PS est si haut ? Parce que le PS déjà a fait 13-14% aux européennes. Il peut faire aussi quelque chose de très fort. Parce qu'en fait, on revient à une configuration où le bloc central disparaît totalement. Et le Rassemblement national, la droite, les Républicains, voyez, deviennent beaucoup plus importants. Alors, je peux vous mettre les noms derrière. Donc, Rassemblement national, moi, je pense que ce sera Marine Le Pen, France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Parti socialiste, Boris Vallaud, les Républicains, Bruno Retailleau, à 13,67%. Vous n'avez pas Zemmour ici. Zemmour s'est rangé derrière Bruno Retailleau parce qu'ils ont à peu près la même ligne et que Zemmour et Retailleau sont d'accord avec l'union des droites. Et pour info, Marine Le Pen est candidate du Rassemblement national en 2027 et Jordan Bardella, je vous le donne en mille, a quitté le Rassemblement national parce qu'il voulait être candidat et il a soutenu la candidature de Retailleau et de l'union des droites, ce qui a permis d'avoir Zemmour, Bardella et Retailleau derrière les Républicains. Mais ça, s'il fait ça et qu'il se retrouve à 14%, c'est le mec le plus baisé du monde. Mais ça ne suffira pas. Tout ça, c'est bidon. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'union des droites, mais comme ils ne sont pas assez populaires dans le graphique, on le verra ensuite, ils sont trop faibles. Horizon récupère les reliquats de Macron, très très peu, 10,84. Édouard Philippe, jusqu'au bout, Gabriel Attal s'est demandé pour qui il allait appeler à voter. Et finalement, il a rejoint Boris Vallaud à 3 semaines comme l'opportuniste. Ah oui, c'était un jeune socialiste, Gabriel Attal. Et il a eu raison. Enfin, c'était plus logique. Il pouvait passer. Exactement. L'opportuniste qu'il est, en mars 2027, Gabriel Attal appelle à soutenir le Parti socialiste, ce qui fait que le Parti socialiste devient si important à 16,18%. Ensuite, on a notre candidat Ruffin, Debout le peuple. Alors, Ruffin est parti un peu comme un Chevènement 2002, un Zemmour 2022, très très haut. Il a été donné à un moment à 16-17 et puis il s'est ratatiné car il n'a aucune consistance. Voilà. Est-ce que Debout le peuple, il a l'après avec lui ? Et voilà, on pourrait même imaginer qu'il est Parti communiste avec lui en vrai. Il pourrait faire un 8% avec le Parti communiste. Non, en fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche, dans la prochaine, est divisée. Justement parce que Mélenchon impose la division de la gauche, la polarisation avec le PS. Et en fait, ni le PCF, ni les Verts n'ont intérêt à se ranger derrière l'un ou l'autre. Voilà. Donc, pour ça qu'en fait, on est totalement éparpillé, comme en 2002. Et Ruffin joue sa carte en se disant éparpillé pour éparpiller, je vais tenter d'être celui qui rassemble et d'être le plus haut pour faire en sorte que les gens se désistent contre moi. Mais il part très très haut, grosse campagne, France Inter, Nova, Europe 1 le reçoivent pour taper sur la France insoumise. Et puis il dégringole parce qu'en fait il a pas de programme, pas de vision. Et donc il finit à 6,18%. Enfin c'est ridicule, mais c'est à l'image de ce qu'il est. François Ruffin, c'est un type destiné à faire des films avec Sarah Salman. Ensuite, la révélation du premier tour. Alors ça, c'est vraiment un des plus importants du premier tour. C'est Jean-Luc Mélenchon donne ses 500 signatures à Anas. Voilà. Parce que Poutou n'est plus là. Et que, alors ça, c'est très important pour vous. Il faut comprendre que Jean-Luc Mélenchon a besoin d'un fou furieux comme Poutou en 2017. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là après vous pourrez parler. Poutou, non monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein Oui. ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen à côté. Alors elle va peut-être réagir aussi,
Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Voilà. Et ça, c'est très important parce que ça permet de polariser à gauche. Et donc, notre Anas, il va servir de locomotive à gauche. Il va fracasser. Anas a fracassé Marine Le Pen, a fracassé Retailleau, le raciste, en débat du premier tour. Il a éclaté tout le monde. Merci, ouais, j'y crois, Anas. plus ça va, plus je crois le graphique. J'y crois, c'est Voilà. tout à fait possible. Voilà. Et Anas, Anas dans un débat avec Retailleau Anas, il et s'est Le retrouvé. Pen. Le Anas, truc de baiser, tu sais. Anas, il s'est retrouvé, vous voyez, il y avait tous ces gens-là donc, au débat, et Anas, il s'est retrouvé comme Poutou en face de Fillon et Marine Le Pen, et il les a fracassés un par un, et donc il a polarisé à gauche, il a fait bouger des gens qui étaient dans l'abstention ou des politiciens, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce fou ?» Et voilà, et donc Anas a commencé à ramener des gens à gauche, et dans cette dynamique-là, il a pris ses 4,72, et il a aussi ramené des gens à gauche qui, in fine, se sont décidés pour le candidat le plus radical et le plus haut, France Insoumise. Donc, Anas a servi Mélenchon, comme Philippe Poutou a servi Mélenchon en 2017. Il a attaqué Retailleau le raciste, Le Pen la raciste, Édouard Philippe le raciste. Enfin, vraiment, Anas, merci à toi. Tu as été la révélation du premier tour 2027. Voilà. Ensuite, on a l'idée de la France. Alors pareil, dans le genre baudruche qui s'est dégonflé, Villepin. Voilà, donc Villepin, pareil, promu par Edoui Plenel, les grands plateaux, Europe 1. Mais en fait, Villepin, le problème, trop à gauche pour les droitards et trop à droite pour les gauchistes. Il a siphonné Roussel, en fait, le mec. Voilà. Voilà, et donc effectivement, le seul concurrent de Villepin, c'était Roussel. Et donc, le pauvre Villepin se retrouve à 4,33, un peu comme notre chevètement, les stratégies au centre, comme Ruffin, ça sert à rien. Europe Écologie Les Verts, ils font leur petit score, leur base, à peu près 400 000, 600 000 électeurs. Ils ne peuvent pas exister. Leurs électorats, comme pendant les européennes, mais de manière plus prononcée, c'est réparti et entre l'AFI et entre le Parti Socialiste. Voilà. Et puis derrière, vous avez les reliquats de la gauche, le PCF, le NPA. C'est qui Résistons Résistons, c'est Jean Lassalle. Voilà, Ah, c'est Jean Lassalle. Il est toujours là. Alors, tout le monde se demande dans le chat comment le PS atteint 16%. Je vous rappelle, les amis, que le PS a atteint presque 14% aux dernières européennes. Vous voyez ? Donc, le PS a fait 16% en étant anti-Mélenchon et en draguant les reliquats de Macron. Gabriel Attal a voté pour lui, je vous rappelle. Voilà, le PS a tapé sur Mélenchon parce qu'ils étaient en concurrence. Voilà, ils ont capté l'aile gauche de Macron, qui s'est explosé entre les Républicains et Horizon, voyez. Et donc le PS, en tapant sur Mélenchon comme des sourds et en recueillant les hurrahs et le soutien de Gabriel Attal, est parvenu à faire 16%. Voyez. Donc c'est ce qui va se passer en 2027. Le PS va monter justement parce que ce qu'on voit là, c'est la leçon, c'est l'éclatement du bloc macroniste. Voyez, quand vous voyez socialiste, républicain, Horizon, vous avez là l'éclatement du bloc macroniste de 2022. Il faisait 27, là il fait plus. Il faut considérer l'addition des trois avec les voix de Jadot, avec les voix d'Hidalgo, avec une partie des voix de Roussel, etc. et une partie des voix de Mélenchon. C'est pour ça que Mélenchon ne fait que 16. Mélenchon a fait 22 en 2022, il ne fait que 16, 17 ici. Pourquoi ? Parce que des gens qui étaient vote utile, qui détestaient Mélenchon, mais qui ont fait quand même le vote utile, sont allés vers le PS en 2027. Vous voyez ? Donc, vous avez un PS à 16, parce que vous avez 3-4% de gens qui avaient voté utile en 2022, Mélenchon, qui sont revenus au PS, comme ils sont allés vers Glucksmann en 2024 pour les européennes, des reliquats de Macron, et vous avez un PS à 16%, mais qui sera derrière Jean-Luc Mélenchon, et qui n'atteindra pas le second tour. Moi, je veux revenir sur Anas. Anas, dans cette disposition-là,
ils veulent pas tellement des voix à Mélenchon, en fait. Il Ah non, fait ils veulent sortir des gens de l'abstention, il pique des Exactement. voix au NPA et puis peut-être à Hello, voilà, ou des communistes. Mais je pense pas qu'il pique tellement de voix à Mélenchon. Il vote pas de voix à Mélenchon. Il permet d'aller chercher des gens qui se bougent pour la présidentielle, soit pour lui, soit in fine vont hésiter entre lui et la France Insoumise et vont faire la bascule. Vous voyez, ça se joue à rien entre le PS et la France Insoumise. Ça se joue à rien du tout. C'est une question de dynamique. Et donc la France Insoumise, elle, avec sa bataille très ardue, les 32 heures, la nationalisation des crédits immobiliers, la redistribution, la 6e semaine de congés payés, se fracasse avec le Parti Socialiste qui, lui, tape sur Mélenchon. Ce n'est pas un parti de gouvernement, il va mener le pays à la ruine, etc. Ce qui va leur faire capter les voix du bloc macroniste, etc. Mais pas assez, parce que justement, Mélenchon sera derrière. Voilà. Donc voilà les résultats du premier tour. C'est pour ça que la barre, paradoxalement pour Mélenchon, pour atteindre le second tour, avec cette gauche divisée, est beaucoup moins haute, parce que la droite et le bloc central est aussi divisé, est beaucoup moins haute que ce qu'il aura fallu faire avec une droite et une extrême droite solide et un bloc central solide. Ouais. Il fait 22% en 2022, il passe pas. Là, il fait 16,8, il passe, et c'est parti, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit mais si LR est devant le PS, c'est mort. Bah, après, ce serait possible, mais si vraiment on a Rassemblement National contre LR au deuxième tour, c'est vraiment qu'on est dans une sauce. Hein. Parce qu'autant qu'Édouard Philippe C'est impossible. capte le centre et se retrouve contre le Rassemblement National, pourquoi pas, tu vois, mais genre, Retailleau Bardella au deuxième tour, l'enfer. Hein. Mais en plus, vous voyez, c'est aussi un éclatement de la droite. Vous voyez, par exemple, le Rassemblement National fait aussi un score inférieur à ce qu'il a fait en 2022 ici, en 2027. Pourquoi ? Parce que les Républicains qui étaient à 5 avec Pécresse remontent à 13. Ils étaient à 11 entre Pécresse et Zemmour, là ils remontent à 13. Pourquoi ? Parce qu'ils captent un petit peu du Rassemblement National avec l'effet Retailleau. Et Bardella, je vous le rappelle, hein, moi je reviens du futur, Bardella a soutenu Retailleau. Bardella, en 2026, en octobre 2026, quitte les Républicains, parce que Retailleau est donné à 18-19. Il quitte le Rassemblement National, parce qu'il ne veut pas que Marine Le Pen soit la candidate, parce qu'il considère que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Elle a trop perdu, ses affaires avec l'Europe lui coûtent trop cher. En octobre 2026, Jordan Bardella quitte, moi je reviens du futur donc je vous explique, hein, mais c'est un moment très important de la campagne. Il quitte le Rassemblement National et il soutient Bruno Retailleau. Ils font une conférence de presse avec Éric Zemmour, Bruno Retailleau et Jordan Bardella pour parler de l'union des droites et la sauvegarde contre l'islamo-gauchisme incarné contre Mélenchon. Voilà. Ils font ça exactement comme Bruno Maigret a quitté le Front National en 2002 en se croyant capable de gagner et ils finiront à 14. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun vote populaire, contrairement au Rassemblement National. Le Rassemblement National va y perdre des plumes, il sera sous les 20%. Ce qu'il n'a pas été en 2000, il était à 21 en 2017, il était à 24 en 2022. Il va être sous les 20%, mais il va garder cette base populaire. On va le voir dans le graphique qui va lui permettre d'être à 20%. Vous voyez ? T'as pas dit quand même que Attal, au début, il voulait se présenter pour LREM, mais il y a une histoire de cul qui est sortie et il a dû se retirer. Tu vois, ça, tu l'as pas dit aussi. Voilà. Attal tente un coup de poker. Il essaye de se présenter en lançant son mouvement qui s'appelle le progressisme pragmatique, PP, comme place publique. Il est rejoint par Glucksmann, mais tout ça tombe à l'eau pour des histoires de mœurs, voilà. Et jusqu'au dernier moment, il hésite entre Horizon d'Édouard Philippe, mais il se rend compte que Horizon va bloquer sa carrière politique, alors que comme il est jeune, il peut justement devenir ministre des Finances ou Premier ministre de Boris Vallaud du Parti Socialiste, qui est toujours bien placé. Et donc, il appelle... Attends, j'ai la date en tête. Je crois que c'est le 27 mars 2027 à voter Boris Vallaud, qui incarne le progressisme concret, la relance, le Kamala Harris français, comme ils l'appelleront sur France Inter et dans Libération. Et donc, on voit une conférence de presse de la même manière, Boris Vallaud avec Gabriel Attal, pour empêcher la gauche Mélenchon d'arriver au pouvoir. Ils feront une conférence de presse ensemble et Attal se range derrière le Parti Socialiste du candidat Boris Vallaud. Voilà. Bon, d'accord. Est-ce qu'on passe à du graphique pour expliquer ces résultats parce que tu m'as fait un graphique tout beau avec du graphique 2002, du graphique 2027. Voilà.
Alors on rigole un peu, mais tout ça a des bases solides sociologiques. Vous voyez. Je vais vous montrer. On a parlé dans la première capsule de 2002, ce qui s'était passé, c'est-à-dire l'éclatement de tous les blocs. Et ensuite, on les a vus se reconsolider. Là, on va voir aussi comment ils vont éclater. Alors, c'est parti. Retour en 2002. Vous voyez, hein, on est dans Retour vers le futur. On passe du futur au passé. Voilà. Retour en 2002. On va clore la séquence. C'est parti. Mets le graphique de 2002. Et après, spoiler, on aura le graphique de 2027. Allez hop, le graphique de 2002. Et voici, il est tout beau le graphique de 2002. Est-ce que vous l'avez reconnu au moins? Donc on a l'abstention qui est là, on a Jacques Chirac. Ah, Jacques Chirac, il est bien placé là au centre droit, là, comme ça. C'est comme ça, t'es à l'aise quand t'es comme ça. T'as pas une place de con tout C'est à ça. droite où tu capes personne. ça. Ici, pour le barrage, t'es nickel. T'es vraiment pas Voilà. mal. François Bayrou, en fait, c'est pas mal en haut à droite. Alain Madelin en haut à droite. Christine Boutin en haut à droite, mais un peu plus au centre. Corinne Lepage aussi. Chevènement en haut au milieu. Évidemment, positionnement idéaliste, la France, machin, en haut milieu, classique. Taubira aussi, positionnement idéaliste. Gluckstein en haut milieu, c'est bizarre. Bah si, c'est normal, parce que c'est vote de prof. Tu vois, vote Ah oui, de c'était des profs au prof. PT. Ouais, voilà, vote de D'accord, je savais prof. pas. Voilà. Parce que la Guillet est pas du tout au même endroit, tu vois. La Guillet, vote ouvrier, tu vois. Il est À gauche, plutôt tu vois. ouvrier. Mais c'est aussi parce que tu vois, Gluckstein fait un tout petit score, il fait 0,5, et il est plus une erreur statistique, alors que la Guillet a plus de cohérence vu qu'elle est à plus de 5%. Quoi. Ok, on a Noël Mamerck. Putain, les Verts, ils sont toujours plus ou moins au milieu. Hein. Ils sont Eux, ça toujours bouge au pas, même hein. endroit. Bah, c'est un vote de valeur, encore une fois. Écologie, mais des C'est ça. valeurs, pas du tout matérielles, machin. Et vous vous rendez compte le nombre de candidats qu'il y avait en 2002, ouais, ça explose dans tous les sens. Hein. C'est vraiment le feu d'artifice de tous les blocs. Quoi. Et c'est intéressant parce que tu vois la lutte là entre Jospin et Chirac, c'est une lutte droite-gauche. Alors Ouais. un tout petit peu moins horizontale qu'une vraie lutte droite-gauche, mais lui il est à gauche, lui il est à droite. Alors que nous, depuis Le Pen-Macron, ça s'est vraiment horizontalisé sur la lutte des classes, tu vois. Avec Le Pen qui est là, avec Macron qui est en haut à droite, quoi. Et là, on voit Jean-Marie Le Pen qui est en train de prendre un espèce de barycentre assez en bas à gauche, donc assez ancré dans des classes populaires et chez des retraités, tu vois. Donc c'est vraiment assez intéressant ce graphique-là. On a Bruno Maigret, on a l'abstention qui est là, on a Robert Hue. Mais là, on voit vraiment une lutte entre en haut à gauche et en bas au milieu, tu vois. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est tu vois, il y a un vide. Alors tu vois déjà l'abstention est beaucoup plus centrale que ce qu'on connaît sur 2022 par exemple. Oui, Là, c'est-à-dire ce qui que est toutes les classes s'abstenaient. Voilà, exactement. Ça c'est moi un truc qui m'a fasciné quand j'ai fait l'analyse sociologique. Il y a une espèce d'autre, comment dire, vraiment de d'égalisation de toutes les classes. C'était une très grosse abstention, 28% en 2002. Et vraiment c'était transclasse, tout le monde s'abstenait. Et là, ce qu'on peut constater, hein, maintenant vous êtes habitué du graphique, donc là on n'est plus dans la spéculation, là on est dans l'analyse, mais vous voyez, il y a un espace vide. Si vous prenez entre Jospin, abstention, Le Pen et la Guillet, il y a un espace vide pour la gauche. Vous voyez. Et vous allez voir, en fait, si maintenant vous êtes habitué, en fait, qu'est-ce qui se passera? Bah, c'est Mélenchon qui va prendre cet espace vide petit à petit. Il va donner un débouché politique dans cet espace-là, à gauche, qui n'existait pas. Il y avait un espèce de proto-espace qui était la Guillet, c'est-à-dire des gens populaires qui avaient envie d'incarner quelqu'un d'offensif, etc. Pour ceux qui n'ont pas connu Arlette, c'était ça. Voyez. Par contre, ensuite, on va à l'éparpillement en haut. Alors, Taubira, ma mère, Corinne Lepage, Chevènement, tout ça. Et puis, bah, vraiment, les droitards, Madelin, les trucs des artisans, la cadre, Bayrou qui est très à droite, etc. Et puis, Chirac, qui a un positionnement vraiment à droite, classique, un peu faible parce qu'il est concurrencé par plein d'autres partis de droite aussi, mais vraiment les artisans commerçants, et puis un petit peu plus haut sur le graphique, voilà, bien plus haut que Jean-Marie Le Pen. Donc vous voyez, là ici, il n'y a pas de bloc central, c'est ça qui est intéressant. Et puis il n'y a personne qui est sur l'abstention, quoi. C'est ça. Nous, aujourd'hui, il y a Le Pen, Mélenchon, ils sont sur l'abstention, ils sont en train de faire sortir des gens pour choisir un vrai projet, tu vois, qu'ils soient racistes ou égalitaires. Là, tout le monde est en dehors de l'abstention, tu vois. L'abstention est centrale, quoi. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit justement le début de la période confuse avant la moïsation, on voit vraiment tout est éparpillé et il n'y a pas de débouché politique, on va dire populaire. Mélenchon n'existe pas encore et donc on a une espèce de proto-vue entre Besancenot, la Guillet, etc. Mais on voit qu'il y a un espace qui n'est pas consolidé, c'est l'espace que va prendre Mélenchon. Voilà. Et donc on va revenir à ça en 2027. 2027 va être la boucle, c'est-à-dire on va finir la boucle avec ça, parce qu'on va revenir à l'éparpillement. Qu'est-ce qui va donner 2002 2002 va donner... Tu peux peut-être passer à 2022 d'ailleurs, ça peut être intéressant. Quand on prend le graphique là, de 2022, on voit que... Là c'est très intéressant. C'est rien à voir, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Ouais. Vous voyez, ça se solidifie.
vous avez une agrégation des blocs. Vous voyez, c'était très éparpillé. Ça se solidifie à gauche. Mélenchon devient un gros morceau là où c'était éparpillé. Jadot reste dans cet espace de délire, vous voyez. Macron solidifie pareil, le bloc Madeleine, le bloc Corinne Lepage, etc. Et puis, Marine Le Pen, elle, reste dans l'espace. Alors, elle se déporte vers les classes populaires. Hein. Jean-Marie Le Pen prenait des voix à Chirac, qui était plus proche de Chirac. Et là, vous voyez, on a vraiment une opposition entre Le Pen et Macron, alignés sur la diagonale, c'est-à-dire vraiment un clivage de classe. Mais entre les deux, on a Mélenchon qui commence à consolider, avec un petit point Hidalgo là, qui commence à consolider justement un espace de gauche. Voilà. Puis il y a une espèce de lutte des classes qui se fait. Là, c'est sur la lutte des classes, c'est sur la diagonale, quoi. Il y a quasiment plus personne qui a une position à part Jadot, c'est-à-dire des gens qui vraiment s'en branlent de la lutte des classes, qui sont en haut à droite. Mais quand je dis s'en branlent, c'est pas pour être méchant avec les écolos, c'est ils s'en branlent dans le sens aussi où ils votent pas pour l'exploitation absolue. Tu vois, ils sont en haut au milieu, ils votent pas Macron, ils votent pas Zemmour, ils votent pas je sais pas quoi, c'est-à-dire des gros capitalistes, ils votent pas non plus pour les classes populaires, ils votent pour un truc un peu en dehors des nécessités de la lutte des classes, tu vois. En 2002, on voyait qu'il y avait plein de gens qui étaient dans des positions comme ça parce qu'ils étaient encore confortables. Il y avait encore des acquis sociaux un peu meilleurs, il y avait encore des gens qui n'allaient pas voter pour résoudre la crise parce qu'ils voyaient pas encore la crise venir. Alors que là, on voit qu'en bas à gauche, il y a beaucoup de monde en fait qui essaie de voter contre la crise, mais qu'il y a une division de la population, notamment c'est aussi, je pense, une des fonctionnalités du racisme, c'est-à-dire de proposer un projet qui n'est pas un projet de gauche, en bas à gauche du graphique, quoi, notamment. Parce que si tu prends juste en haut à droite, ils sont bien moins que les gens en bas à gauche, c'est normal, il y a moins de dominants que de gens qui sont de classe supérieure que de classe dominée, quoi. C'est ça. Donc là, on voit vraiment une polarisation qui commence à se faire, on a du mal à... Mais avec, effectivement, la création de ce bloc central Macron qui va faire 2 mandats et finir par totalement exploser, on va le voir ensuite. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que du coup, on a cet effet-là, justement, de construction de ce bloc de gauche et de cette désertification du bloc où était Jospin avant, là, un petit peu au milieu. Et l'enjeu de 2027, ça va être justement dans l'explosion du bloc Macron. Vous allez voir le graphique de qui va capter cette explosion du bloc Macron. Le bloc Macron va et donner à la gauche et donner à la droite, on va le voir tout de suite. Donc, on passe au 2027 ? Est-ce que vous êtes prêts à voir le futur ? Alors regardez la clé de 2027. Et là c'est important pour vous parce que va falloir militer aussi. Regardez un des indicateurs clés. L'abstention en 2027 est à 18%. C'est une abstention historiquement basse. Voilà oh là 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 là, on sort du dooming. Voilà, on sort du dooming. Les gens se remobilisent. L'abstention, vous avez vu, elle se déplace vers la droite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les retraités, les artisans, etc. qui vont faire l'abstention beaucoup plus basse. L'abstention dans le monde ouvrier est en train de reculer. Elle profite à Anas, Jean-Luc, un peu Besancenot. J'ai mis Besancenot parce que je ne savais pas qui c'était le candidat du FPA, etc. Et elle va se positionner là-dessus. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle se déplace à droite, parce que les classes populaires se déplacent en masse en 2027. Enfin, se sont déplacées en masse. Je ne sais pas si je dois parler au futur, au présent ou au passé. Voilà. Donc ça va être la clé absolue de la victoire, le passage de Mélenchon au second tour. Le fait que l'abstention populaire recule. Marine Le Pen se fait siphonner les voix populaires. Voilà. Justement, l'abstention se déplace vers les anciens retraités, etc. Ces gens-là ne croient plus en Marine Le Pen. Ils se déplacent vers Bruno Retailleau. Ils se déplacent un peu vers Jean Lassalle. C'est pour ça qu'elle passe de 24 à 19 entre 2022 et 2027. Oui, et puis attends, comme il y a il y a moins d'abstention, elle fait peut-être 19 avec un score proche de celui de 24 en nombre absolu. Exactement, c'est ça. Elle fait, alors, Soso n'était pas à 28 ans, voilà, mais elle se rapproche du score. Elle baisse un peu quand même en score, hein, voilà. Et la bataille, alors là, c'est la bataille du second tour. Elle se fait entre Mélenchon et Vallaud. Mélenchon grappille un maximum à l'abstention. C'est pour ça que l'abstention s'éloigne de Mélenchon, alors que Mélenchon reste dans sa position clé. Oui, sur l'éligibilité de Marine Le Pen, en fait, son appel fait qu'elle passe. Elle peut se présenter en 2027. Hein. Je vous ai pas donné ça, mais... il y aura un appel qui fait qu'elle va se présenter en 2027, mais ça va faire chier Bardella, c'est pour ça qu'il va quitter et soutenir Retailleau. Bon, pas tout vous dire non plus, parce que sinon, l'avenir n'a plus aucun intérêt pour vous. Mais, donc, Mélenchon garde sa position, il capte de l'abstention, et en même temps, il arrive, et c'est là la clé, avec les 32 heures, de ne pas rester coincé trop en bas à gauche.
Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, cap des professions cadres, des intermédiaires, professions des intermédiaires, gens des qui ne profs. sont qui ne sont pas concernés par le SMIC, mais qui sont concernés par la semaine à 32 heures. Mélenchon, on vous l'a dit, a mis la semaine à 32 heures au centre de son programme, a mis la 6e semaine de congé payé, a mis la qualité au travail, c'est-à-dire la réappropriation du travail pour tous, la lutte contre le chômage, le fait de travailler moins, travailler mieux au centre, au centre, au centre. Pour ça, il a continué de garder les classes populaires parce qu'il a rien rogné sur le SMIC. Je vous rappelle que sa proposition sur le SMIC, c'est le SMIC à 2000 euros brut à 1800 euros net, mais il a mis au centre le travail, sa répartition, sa qualité, et donc il a capté des cadres, des mecs de la machine à café qu'on dit ouais, non, mais moi je voterai jamais Mélenchon, et hop, vote caché des cadres dans l'isoloir au premier tour pour pouvoir avoir le petit vendredi, le petit lundi, les mecs qui disaient je vais voter Valo à la machine à café, boum, le bulletin Mélenchon. Donc là, en fait, on se retrouve avec 2002 inversé, vous voyez, où en 2002, des ouvriers en crise votaient Jean-Marie Le Pen sans le dire. Là, on se retrouve avec des cadres en crise qui votent Jean-Luc Mélenchon sans le dire. Donc Jean-Luc Mélenchon était donné à 13%, à 14% dans IFOP 2 jours avant le scrutin. Il se retrouve presque à 17% par le vote caché des cadres qui ont envie de gratter le petit vendredi, qui ont envie de gratter le petit lundi. Vous voyez? Donc ça, c'est la mesure phare absolue. Vous voyez? Donc Jean-Luc, il a pu garder son espace à gauche, remonter et capter du Boris Vallaud. Boris Vallaud, il est là, il est présent parce qu'il a capté du Macron, il a capté du Attal, il est très en haut, vous voyez, hein, il est très très en haut, il a capté un peu du Tondelier, du Jadot de 2022. On a un François Ruffin là qui est avec Villepin, bon voilà, là c'est les tartampions, ouais, c'est les clowns, voilà, c'est les clowns de la politique, Ruffin, Villepin, voilà, bon voilà. Puis on a un Retailleau qui est l'espace de droite, Pécresse, classique, Sarkozy, voilà, mais encore trop peu, voilà, parce que Marine Le Pen garde des ouvriers, des retraités, des anciens ouvriers, etc. Et tant que Marine Le Pen existe, Bruno Retailleau ne pourra pas y arriver. Alors, c'est risqué, hein. Il va peut-être grossir après, mais c'est encore trop tôt pour lui, etc. Puis on a un Fabien Roussel, là, voilà, qui navigue entre les deux. Et du coup, dans tout ça, comment se font les reports de voix? Alors, c'est ça la question, ce qui nous intéresse. On s'en fout de ton truc là, du vote caché Mélenchon, si c'est pour qu'il perde à 48% à la fin, tu vois. tu peux revenir sur les scores sur le slide, voilà. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? C'est évident. En vrai, quand vous dites ça, vous dites, en fait, il revient vraiment du futur, Chris. T'es d'accord? Pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Voyez le résultat du premier tour. Ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Très 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 chaud. On a un Rassemblement National qui fait 18. 19, si on 8. additionne 19-8, allez, on va dire 20. Bizarrement, ils ont 8-8. Hein. Tu leur as mis 8-8 en... C'est le Yarl. Voilà. Bon, LR, bon, si on additionne, ça va nous amener à 33%. Donc on va avoir un report assez facile, c'est-à-dire on va passer Rassemblement National de 20 à 35 entre Républicains et Rassemblement National. Et Jean Lassalle, ça va se faire assez facilement. Ensuite, pareil, on va passer quasiment à 35 avec la France Insoumise. Ouais, ils vont se retrouver entre les deux, avec les Verts, Anas. On va voir Anas entre les deux tours, dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Alors ça va être, je vous le dis pas, mais ça va être le 4 mai 2027, un grand meeting à Sarcelles. Jean-Luc Mélenchon, 70 000 personnes, vous voyez, avec Anas à la tribune, main dans la main avec Jean-Luc. Ça va être absolument fabuleux. Mais je vous dis pas tout parce que c'est magnifique. Et donc voilà, la clé, ça va être Ruffin. Bon, Ruffin appelle à voter Mélenchon. Et là, le truc entre les deux, ça va être Horizon, les Républicains et le PS. Que fait Horizon? Horizon fait une stratégie en 2027 où ils disent pas une voix pour le Front National. Donc, ils font une stratégie mélenchonienne, semi-rempart, etc., pour pouvoir exister. Et donc, ils ne donnent pas de consigne de vote, mais ils disent pas une voix pour le Front National. Donc, Horizon incite de fait à voter France Insoumise sans y appeler. Retailleau appelle à voter Marine Le Pen. Qui est surpris, on ne sait pas. Il essaye de garder son petit poste à l'intérieur, pas de problème. Je vais vous donner un petit truc après sur Retailleau. Et Boris Vallaud appelle à faire front contre le Rassemblement National
et se range derrière Mélenchon. Jusqu'au bout, il essaiera d'obtenir un accord qu'il n'obtiendra pas. Mais de toute façon, il a appelé, il n'a pas le choix. Il était pour l'union de la gauche, il nous a fait tout un cinéma, il a reproché à Mélenchon de fracturer la gauche. Il est obligé de jouer la carte derrière Mélenchon, donc il appelle à voter Mélenchon. Alors, ce qui est intéressant, c'est la position de Retailleau, là, avec ses 14%. Qu'a fait Retailleau ? Il a fait une Chirac 81, je vous le dis comme ça. Hein. Donc, il a fait une Chirac 81. Il a dit, à titre personnel, je voterai Marine Le Pen. Mais je ne donne pas de consigne. Pourquoi il a fait ça ? Il fait en sorte comme ça, et vous allez voir, il dit qu'il vote Marine Le Pen pour passer quand même pour un droitard auprès de l'électorat Marine Le Pen, mais dans toutes les succursales de LR, avec Zemmour, avec Bardella, il appelle à voter Mélenchon. Il fait en sorte que ses militants votent pour Mélenchon. Alors vous allez me dire pourquoi il fait ça ? Comme Chirac en 81. Le pire ennemi de Retailleau, c'est d'avoir Marine Le Pen à l'Élysée, parce que son espace politique est bloqué. Comme Chirac en 81. S'il voulait être l'opposition en 81, c'est ce qu'a fait Chirac, il fallait que Giscard meure et que Mitterrand soit au pouvoir. Retailleau fait la même. Il fait genre, il vote Marine Le Pen, et en fait, il fait en sorte que tous ses militants votent pour France Insoumise, pour tuer Marine Le Pen définitivement, et être les Républicains, la droite d'opposition à la France Insoumise. Vous voyez ce qui s'est passé, tout ça, c'est des jeux de politique. Voyez, effectivement, ils ont la même logique que le Rassemblement national, mais si le Rassemblement national est au pouvoir, ils disparaissent de la scène politique. Donc c'est pas un problème simplement de vision du monde, c'est un problème de rapport de force. Tout comme Chirac a fait en sorte de faire élire Mitterrand contre Giscard, alors qu'il était beaucoup plus proche que Giscard, mais comme ça, il a tué Giscard et il a été l'opposant numéro 1 à Mitterrand. Retailleau, Bardella et Zemmour, enfin Zemmour est un kidam là-dedans, mais Retailleau, Bardella dans leur union de 2027 font en sorte de faire gagner Mélenchon pour pouvoir tuer Marine Le Pen et être la droite d'opposition pour les 10 prochaines années à venir. Voilà. Donc ça, c'est la combine. Et à partir de là, vous voyez ce qui se passe. Tu peux lancer la vidéo, Padu. On arrive au bout. C'est parti. Voilà, nous y sommes, Anne-Sophie. C'est l'heure du résultat de cette élection présidentielle. C'est parti. Quel a été le choix des ramené Français ça pour ce second tour? On attend avec impatience ce résultat. Dans chaque camp, 2 projets et 2 visions face à face. Un échiquier politique qui n'a cessé d'être bousculé au fil des élections. Les Français ont tranché après 15 jours d'une campagne beaucoup plus intense dans sa dernière ligne droite. C'est toujours un moment particulier, intense à vivre que celui de cette révélation. Oui, le suspense touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours et Marianne va vous annoncer le résultat. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait une remontée spectaculaire avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie. Il y a des drapeaux français et des drapeaux filles. Le chat est en feu, putain. Et voilà, je reviens du futur avec ça. Je reviens du futur avec ça. On a gagné. Maintenant, bougez-vous, les gens. Si on fait ça, on s'amuse. Mais je vous le dis juste, c'est pas pour rigoler. C'est pour vous dire, on peut le faire. Yeah. Bougez-vous. C'est possible. Le moment est là. Jamais on a été aussi près. Ce monde, ce mode de production est en crise. Il a besoin d'être relancé par la gauche. Il a besoin d'être relancé par une transformation fondamentale de ses principes. Il a besoin d'être transformé par l'égalité, par la répartition, par les besoins. Il a besoin de nous tous, que vous ayez chez Anas, que vous ayez chez Mélenchon, peu importe où vous irez à gauche, peu importe où vous irez dans les partis, dans les syndicats, on peut le faire. La transformation est là. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Allez-y, lâchez pas, doumez pas. Jamais on n'a été aussi près de gagner. Je vous le dis, voilà ce qu'on fait. Merci à vous. On va gagner. Let's go. Bon, diffusez la bonne parole. Non, mais en vrai, ce qu'on dit quand même, c'est important. N'hésitez pas à rejoindre des syndicats, des partis, des assos militants, tout ce que vous voulez. Mais militer, c'est important. La prochaine élection, c'est dans 2 ans. Et d'ici là, il y aura sûrement des mouvements sociaux. Et après ça, il y aura encore des mouvements sociaux.
Et il y a toujours des choses à faire, donc c'est important de commencer dès maintenant à vous bouger un petit peu, à militer. C'est vraiment important, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à cette chaîne, à ma chaîne Pas du, ma chaîne principale, à la chaîne de Dr Zoé, Dr-Zoé-YT, à donner sur notre Tipeee pour qu'on puisse continuer à se structurer, à payer le monteur, à payer le graphiste. Et voilà, de s'abonner à nos Twitter, nos Insta, nos Blue Sky et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus.